5 ans après le cauchemar face à la Bulgarie, la France accueille la Coupe du Monde 1998. Une compétition qui va placer les Bleus sur le toit du monde. Dès la fin des années 80, après avoir abandonné une tentative pour le Mondial 90, la France du président François Mitterrand officialise sa candidature pour l'organisation du Mondial 98. Une désignation obtenue en 1992 en obtenant plus de voix que le Maroc. Après 1938, la France organise donc sa deuxième Coupe du Monde qui donne lieu à des chantiers colossaux. 600 millions d'euros sont investis dans les stades, avec 9 enceintes rénovées et la construction à Saint-Denis du Stade de France, inauguré quelques mois avant la compétition. Footix est désigné mascotte de la compétition alors que la Copa de la Vida, interprétée par Ricky Martin, est la chanson officielle de ce mondial. Lors du tirage au sort fin 97 à Marseille, Axel Red et Youssou N'Dour interprètent quant à eux la Cour des Grands, hymne officiel du mondial. Cette Coupe du Monde est marquée par la présence de 4 nouvelles sélections. L'Afrique du Sud, la Croatie, la Jamaïque et le Japon. La Yougoslavie dispute de son côté sa dernière compétition avec cette appellation, regroupant des joueurs serbes et monténégrins. Lors du tirage au sort, le Brésil tenant du titre et la France pays organisateur sont affectés d'office dans des poules qui leur garantissent de ne pas se retrouver avant la finale s'ils terminent en tête de leur poule. Lors du premier tour, le Brésil, qui remporte difficilement le match d'ouverture au Stade de France face à l'Écosse, assure néanmoins sa première place malgré une défaite face à la Norvège lors du dernier match. L'Italie assure en restant invaincue, accompagnée par le Chili du magnifique duo Salas-Zamorano. Le Nigeria crée la surprise dans un groupe où la Bulgarie, demi-finaliste en 1994, et l'Espagne chute. Les Pays-Bas des Kluivert, Bergkamp ou Seedorf, l'Allemagne championne d'Europe en titre et l'Argentine valident leur billet. La Croatie, portée par son buteur Davor Šuker, montre déjà de belles choses. Autre belle surprise du premier tour, la Roumanie de George Hagi qui devance l'Angleterre. De son côté, après une probante victoire 3-0 face à l'Afrique du Sud pour son premier match au Vélodrome, avec l'ouverture du score du très contesté Christophe Dugarry, l'équipe de France réalise le carton plein en battant également l'Arabie Saoudite et le Danemark. L'expulsion de Zinedine Zidane pour un mauvais geste sur un joueur saoudien ternit néanmoins le tableau avec une suspension de 2 matchs. En huitième de finale, le Brésil écarte facilement le Chili avec des doublés de César Sampaio et Ronaldo. L'équipe de France sans Zidane est bousculée par les valeureux Paraguayens de Chilavert et doivent attendre la prolongation pour que la lumière vienne de Laurent Blanc, expression consacrée par le regretté Thierry Gilardi. Un but en or pourtant décrié quelques jours plus tôt par le défenseur français. Comme en 1938, l'Italie écarte la Norvège. Le Danemark surprend le Nigeria avec une large victoire. L'Allemagne écarte difficilement le Mexique avec 2 buts en fin de match alors que la Croatie confirme son parcours surprenant en éliminant la Roumanie. Enfin, le choc Argentine-Angleterre répond aux attentes. 2-2 après les prolongations et victoire de l'Argentine au tir au but face à une équipe anglaise où un certain David Beckham reçoit un carton rouge polémique après être tombé dans le panneau du malicieux Diego Simeone. Les quarts de finale voient la France et l'Italie se retrouver. Avec des joueurs qui se connaissent par cœur en club, le match est fermé et la séance de tir au but permet aux Bleus de se qualifier. Barthez répond à l'échec de Lizarazu avec un arrêt décisif avant que Di Biagio n'expédie sa frappe sur la barre, comme l'a prédit Franck Leboeuf depuis le banc de touche. Grâce à Bebeto et un doublé de Rivaldo, le Brésil vient à bout du Danemark 3-2. Les Pays-Bas battent l'Argentine 2-1 grâce à un but merveilleux de Dennis Bergkamp dans les derniers instants du match. La surprise vient de la leçon infligée par la Croatie à l'Allemagne. Une défaite 3-0 qui n'empêche pas Lothar Matthäus de devenir le deuxième joueur à avoir disputé 5 Coupes du Monde après le Mexicain Antonio Carbajal. En demi-finale, le Brésil retrouve les Pays-Bas qu'ils avaient déjà écartés 4 ans plus tôt. Malgré la tête sublime de Kluivert pour répondre en fin de match au but de Ronaldo, les Brésiliens se qualifient grâce au talent de Claudio Taffarel décisif lors de la séance de tir au but. La France, de son côté, affronte la coriace Croatie. Le Stade de France tremble quand Davor Šuker, après une première période où les Bleus ont souffert, permet aux Croates de passer devant au retour de la pause. L'exceptionnel doublé de Lilian Thuram en quelques minutes montre la force de caractère de ces Bleus qui ne laissent pas passer leur chance de rejoindre la finale en s'imposant 2-1, tirant un trait sur les échecs de 1958, 1982 et 1986. Alors que la Croatie termine 3e en battant les Pays-Bas avec Šuker, meilleur buteur de la compétition avec 6 buts, la finale rêvée par les organisateurs entre la France et le Brésil a donc lieu le 12 juillet 1998 au Stade de France.
Et 1, et 2, et 3-0. Malgré les ratés rageants de Guy Varche ou l'expulsion de Desailly en milieu de deuxième période, la bande à Aimé Jacquet ne rate pas son grand rendez-vous avec l'histoire. Zidane inscrit un doublé de la tête qui le propulsera vers le Ballon d'Or. Fabien Barthez calme les ardeurs brésiliennes avec notamment un arrêt d'exception face à Ronaldo. Emmanuel Petit parachève le travail à la conclusion d'un contre décisif. Après la remise du trophée par Jacques Chirac à Didier Deschamps, la France qui peut, après ça, mourir tranquille, comme l'a déclaré Thierry Roland qui a pris son pied sur TF1, bascule dans la liesse pour célébrer une Coupe du Monde qui aura été la plus prolifique de l'histoire avec 171 buts. De l'espoir à l'apothéose, c'est donc un mois de rêve que la France aura connu en cet été 1998. Après l'Euro 84, l'équipe de France montre qu'elle peut enfin s'installer sur le toit du monde. Les Bleus partent pourtant de loin. Aimé Jacquet devant composer avec les cendres de France-Bulgarie pour bâtir une équipe gagnante. Pari réussi pour le sélectionneur des Bleus qui a bâti un collectif insubmersible, lui qui était pourtant au centre de violentes critiques de la presse, ce qu'il n'a jamais pu digérer avec les années. Les prouesses du fantasque Barthez, la solidité de la défense Lizarazu, Blanc, Desailly, Thuram, l'intelligence d'un certain Didier Deschamps, parfaitement accompagné au milieu de terrain par Emmanuel Petit, le génie de Zidane mais aussi de Djorkaeff, ou encore l'émergence de jeunes talents comme Thierry Henry et David Trezeguet, le cocktail parfait pour guider la France vers les sommets, avec des remplaçants jouant même le jeu à la perfection, Vincent Candela établissant même l'hymne d'un vestiaire qui deviendra celui de toute la France. Immortalisé par le documentaire culte Les yeux dans les bleus, le parcours de l'équipe de France a déchaîné une liesse populaire au fur et à mesure de la compétition. La foule immense sur les Champs-Élysées, au soir de la finale célébrant le sacre des Bleus et de leur président Zidane affiché sur l'Arc de Triomphe, mais aussi la descente hallucinante du bus des Bleus dans la plus belle avenue du monde le lendemain, seront le symbole d'une France black, blanc, beurre, à l'unité aussi réjouissante qu'éphémère. Cette Coupe du Monde est bien entendu marquée également par un exploit totalement fou, celui de Lilian Thuram. Affichant toute sa détermination dès le début de la compétition pour emmener les Bleus vers la victoire finale, Lilian Thuram ne pouvait pas laisser une erreur d'alignement précipiter la chute de son équipe. Coupable d'avoir couvert Davor Šuker lors du premier but de la demi-finale France-Croatie, Thuram réalise une prouesse en quelques minutes. Dès la remise en jeu, le défenseur de Parme combine avec Djorkaeff en un délicieux 1-2 pour remettre les deux équipes à égalité. Survolté, Thuram arrache ensuite le ballon des pieds croates à 20 minutes de la fin pour délivrer une frappe enroulée du gauche qui restera dans les annales au point de le laisser incrédule sur la pelouse du Stade de France avec une pause main sur le visage qui entrera dans la postérité. Un scénario d'autant plus dingue que ces deux buts resteront les deux seuls de Thuram en équipe de France malgré ses 142 sélections. Dans cette Coupe du Monde décidément folle, le destin de Ronaldo lors de la finale restera quant à lui l'un des épisodes les plus mystérieux. Qu'est-il vraiment arrivé au prodige brésilien autour de la finale France-Brésil? La stupeur est de mise à l'annonce des compositions d'équipe une heure avant la rencontre puisque le phénomène mondial Ronaldo est d'abord annoncé sur le banc au profit d'Edmundo. Finalement, Ronaldo disputera bien cette finale, sans franchement briller, avant que l'on apprenne les dessous de sa préparation mouvementée. La nuit précédant la rencontre, Ronaldo fait un malaise dans sa chambre d'hôtel partagée avec un Roberto Carlos paniqué, le croyant en train de mourir. Inanimé pendant plusieurs minutes, Ronaldo reprend finalement ses esprits et la thèse d'une crise d'épilepsie a longtemps été évoquée, avant que celle d'un problème cardiaque ne soit finalement avancée avec les années, il phénoménal ne passant pas loin ce jour-là de la mort. Une terrible frayeur qui n'a pas empêché Ronaldo de disputer cette finale, le sélectionneur Mario Zagallo se fiant au ressenti du joueur, alors que les rumeurs de pression de Nike, sponsor du Brésil et de Ronaldo, ont également fleuri. Adjoint de Zagallo à l'époque, la légende Zico a reconnu par la suite que le choix d'aligner R9 au Stade de France était une erreur. Après ce focus sur 1998, on se retrouve très vite pour évoquer la Coupe du Monde 2002. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez également 11 Mondial sur notre site internet et nos réseaux sociaux durant toute la Coupe du Monde au Qatar.